Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une émission spéciale. Et oui, spéciale pourquoi? Eh bien parce qu'on a le grand plaisir et l'honneur même d'accueillir ici sur ce plateau l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Touafilou Maolida. Bonjour Touafilou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir partager avec nous, de venir débattre surtout avec nous des sujets d'actualité de l'OM. L'OM c'est quand même un club que tu connais un peu, non? Beaucoup, un peu beaucoup. Que tu apprécies forcément, puisque tu étais d'ailleurs au stade dimanche. C'est ça, exactement. Merci à vous, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être là parmi vous et de débattre et de parler et d'analyser sur l'Olympique de Marseille. Plaisir partagé. Et à côté de toi, je te présente Mourad Hertz. C'est un peu le trublion de l'émission. Voilà. Journaliste pour Football Club de Marseille et voilà, émission donc ici sans langue de bois et il en est la preuve vivante. Je suis très heureux d'être assis à côté de quelqu'un qui a marqué en finale de Coupe de France quand même avec le maillot de l'OM. Ouais, exact. Dommage que le résultat n'ait pas été... Donc Mourad, s'il te plaît, tu te tiens dans cette émission. Promis. Je compte sur toi, tu restes calme, pas de gros mots, posé. Hein, pas de gros mots. Et positif surtout. Et positif, ouais. Comme d'habitude. Pas de négativité. Allez, le programme de cette émission, on va donc profiter de la présence de Touafilou pour faire un premier bilan sur l'an 1 du projet McCourt, puisque ça fait un an que Hérault, Garcia et Zubizarreta sont arrivés à la tête de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on va débattre de ça ensemble, ça sera le gros débat. Et puis en deuxième partie d'émission, interview spéciale, et invité spécial, donc une interview spéciale avec toi, Touafilou, sur ton avenir. On a plein de questions à te poser, donc on va te les poser. D'accord? Avec plaisir. C'est le programme de l'émission. On débute tout de suite, c'est le gros débat. Allez, le gros débat, donc on vient de le dire, on va profiter de ta présence, Touafilou, pour faire le point sur ce projet McCourt. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un an, jour pour jour, quasiment que Garcia et Zubizarreta sont arrivés. Non, Mourad, c'est pas ça? Pas tout à fait, parce que avant le match du PSG. L'officialisation que la vente va se faire avec McCourt, non, moi je parle de l'arrivée de Garcia, tu vois, l'arrivée de Garcia. Fin octobre aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'on s'en rapproche. Juste avant le match contre Paris. La donc on va essayer de dresser un petit bilan sur le projet avec toi. Une première question déjà pour commencer. Comment toi tu as accueilli le changement de propriétaire en tant qu'ancien joueur de l'OM, mais aussi en tant que supporter de l'OM que tu restes, quand donc McCourt a racheté l'OM, c'était plein d'ambition toi aussi, comme les supporters. Tu t'es dit, ça y est, enfin un projet qui va ressusciter le club ou comment tu as vécu ça quoi? J'ai très bien vécu parce que c'est vrai que le président Hérault ainsi que l'actionnaire majoritaire McCourt ont annoncé un joli projet, OM Champion Project. Et un projet à long terme, c'est pour ça que je pense pas je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on doit tirer des conclusions sur le projet, parce que c'est un projet à long terme. On n'est qu'à la première année, comme vous avez dit. Et pour l'instant, la première année, l'OM était qualifié en Europa League et Marseille est 5e au championnat. Donc si on en reste là, c'est pas mal. Après, on tirera des conclusions à la fin du projet. Je pense que c'est un projet sur plusieurs années. Il faut laisser le temps au nouvel entraîneur, il faut laisser du temps aux joueurs pour s'adapter à Marseille. C'est très compliqué de s'adapter à Marseille. Donc je pense que c'est un projet qui suit son cours, qui est pour le moment intéressant. Après, c'est vrai que je me mets un peu à la place des supporters parce qu'on a attendu beaucoup de grands noms. On a attendu beaucoup d'ambition. Ouais. Et après, c'est vrai que voilà, le recrutement a fait que il y en a certains qui ont été déçus, il y en a d'autres qui ont été satisfaits. Mais je pense que… Mais voilà, tu vois, c'est peut-être pas… En fait, c'est un peu… Là où ça a un peu foiré, c'est un peu dans la com, parce qu'il y a quelques mois, Jacques-Henri Hérault, il dit « Mais vous vouliez que j'appelle ça comment, l'OM Challenger Project ?» Je ne pouvais pas, parce que c'est plus ça finalement le projet. Si tu avais appelé ça, tu penses, toi qui connais bien les supporters marseillais, tu penses que franchement, on n'aurait pas bien accueilli un OM Challenger Project? On se serait dit non, c'est pas assez. Après, c'est vrai que de nos jours, la communication est très, très, très importante.
c'est primordial même la communication, vous savez très bien. Un mot peut faire basculer. Et ouais, c'est ce qui s'est passé là, quoi. Un mot peut faire tout basculer. Donc une après, petite tisane, ça peut faire basculer. voilà, exactement. Quelque chose qui a été repris par les supporters. Exactement, la communication, c'est quelque chose de primordial dans un club. Après, c'est vrai que pour moi, c'est un projet ambitieux, mais c'est à la fin du bal comme pour les musiciens. Donc, laissons le temps au temps, laissons faire. Juste un an après, toi, tu sens ce même… Enfin, est-ce que tu es autant enthousiaste Non, je ne vous cache pas qu'au tout début, à leur arrivée, quand on attend OM Champion Project, on s'entend qu'il va y avoir autant d'investissements sur le recrutement, autant sur… Je m'attendais vraiment, comme tous les supporters, à une pointure en attaque, comme c'était annoncé. Je m'attendais à… Mais après, je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. Le recrutement, pour moi, est très correct, satisfaisant même, parce qu'il y a des joueurs qui ont venu renforcer l'Olympique de Marseille, comme Adil Rami. C'est des valeurs sûres de ce championnat, même c'est un international. Il y a eu un bon recrutement, des jeunes joueurs aussi comme Sanson. Après, voilà, je pense qu'il faut leur laisser un peu le temps à l'entraîneur. Je pense que le travail se fait en amont et on verra bien. Morad, toi, est-ce que tu es prêt à leur laisser le temps? J'ai pas le choix de toute manière. Est-ce que tu sens encore cet enthousiasme? Cet enthousiasme, non, je le sens plus, et c'est un peu là le problème. En fait, je pense que moi, ça me gêne vraiment. Je reste vraiment coincé sur ce OM Challenger Project parce que moi, personnellement, si on m'avait vendu un OM Challenger Project, je me serais dit. On va lutter contre le plus fort, etc. Et en plus, il en a parlé un petit peu, il parlait toujours de Boston, Kenneville, tout ça, Underdogs. Et moi, c'est ça quoi, parce que maintenant, je suis en train de digérer un peu cette déception. Je pense que beaucoup de supporters sont un peu en train de digérer la déception qu'on ne va pas avoir de très grands noms. Mais tu vois, moi, si tu me dis, tu as parlé par exemple d'Adil Rami, il est parfaitement satisfaisant. Si tu me ramènes des bons joueurs comme ça, des joueurs qui font que tu as envie d'aimer cette équipe et que tu dis, on va essayer de lutter avec nos moyens, on va y aller, peut-être que ça peut revenir, peut-être que le truc, il peut revenir. Mais il y a une déception initiale, en fait. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est mort, quoi. Et je pense que ça vient surtout le mot champion. Voilà, ça fait, un seul mot a fait la différence. Ce mot champion, ça va être de suite… Ça fait rappeler Ligue des Champions, ça fait les 3 premières places, on va aller Titi, Monaco, Paris. Et je pense qu'un seul mot, ça fait basculer. Donc, tu sais qu'à Marseille, si tu dis Champions, à Marseille, tu penses à elle, quoi. Voilà, et on sait tous que souvent à Marseille, la passion prend le dessus. Souvent, donc ça déborde même. Donc la passion. C'est important justement qu'ils aient ça en tête aussi, les dirigeants de l'OM. La passion, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Ah oui. Bon, là, c'est que le début du projet. Pas de conclusion hâtive, Morad, n'est-ce pas? Mais voilà, cette passion-là, il ne faut pas non plus qu'elle s'éteigne. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions par rapport aux années précédentes. Alors, je vais juste recentrer un petit peu le débat, si vous le voulez bien, messieurs. Il y a aussi donc un duo qui a été formé, même un trio, c'est donc Hérault, Zubizarreta et Garcia. Qu'est-ce que tu penses, toi, du travail qu'ils mènent tous les trois, main dans la main, depuis un an? Tu penses que c'est un bon trio qui fonctionne bien? Pour le moment, si on parle que au vu des résultats, je pense que oui, parce que la première année, une qualification, comme je disais, en Europa League. Là, il y a eu un peu de turbulence le mois dernier avec les mauvais résultats, mais voilà, comme j'avais dit, Marseille a redressé la barre. Et je pense qu'il travaille bien en amont. Je pense que Zubizarreta est un nom dans le football. C'est une référence. Le coach, très bon coach. Moi, je l'ai dit, Garcia fait partie pour moi, à mes yeux, avec Gourvenec, des meilleurs entraîneurs français de ce championnat. Donc après, le président, Hérault, je pense que les trois travaillent bien ensemble. Après, comme j'ai dit, il faut… Mais là où il y a eu un petit couac aussi, c'est qu'apparemment cet été sur le mercato, le directeur sportif et l'entraîneur n'allaient pas tout à fait dans la même direction. Même parce que donc officiellement on nous dit que ça n'existe pas. Après on a aussi des sources qui nous disent d'autres choses. Mais toi tu as déjà vécu des situations comme ça où tu avais un entraîneur qui voulait aller dans une direction, un directeur sportif qui voulait aller dans une autre? Ça arrive très souvent dans le football. Souvent, ça arrive même où il y a dans des clubs où il y a le président recrute un joueur que l'entraîneur ne veut pas.
où le directeur sportif veut un joueur que l'entraîneur ne veut pas trop. Ça arrive très souvent. Après, à Marseille, on attend tout et n'importe quoi aussi. Donc souvent, on attend qu'ils ne s'attendent pas. Je pense pas. Je pense que quand un entraîneur travaille avec un directeur sportif, s'ils ne s'entendent pas, ça ne peut pas le faire. Donc je pense que peut-être il y a eu peut-être 2-3 désaccords sur un joueur ou pas, mais je pense que sur la totalité des joueurs, ils étaient d'accord. Toi, voilà, vu de l'extérieur, tu te dis pas, ça a l'air d'être c'est un truc c'est pas un duo qui fonctionne bien de l'extérieur. Tu te dis, avec ton expérience dans le foot, tu te dis, ça a l'air de fonctionner. Ben, pour l'instant, après, je pense que aussi, il faut voir aussi avec les moyens qu'a l'entraîneur, les moyens qu'a le directeur sportif, parce que si on a les moyens d'un club comme Paris, on peut recruter n'importe quel joueur, alors qu'à Marseille, peut-être il n'y a pas les moyens. Qu'on disait au début de saison, on disait on va avoir 200 millions pour, et peut-être ces moyens-là, finalement, on ne les a pas. Donc, est-ce que le fait que Garcia soit arrivé avant Zubizarreta, est-ce que ça c'est pas une erreur stratégique? Parce qu'on l'a dit aussi, c'est vrai que du coup, Garcia a eu la mainmise quasiment sur le mercato. En tout cas, c'est lui qui décidait qu'il y avait le choix final. Il a refusé plusieurs joueurs. Ça s'est fait dans l'ordre selon toi? Je pense que la priorité, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, le recrutement d'une équipe, c'est l'entraîneur avant tout. L'entraîneur passe avant le directeur sportif. Oui, mais on sait aussi que l'entraîneur peut sauter. Oui, mais le choix final, c'est l'entraîneur qui décide. C'est lui qui fait son équipe. C'est lui le décisionnaire. C'est lui le boss, comme on dit. C'est l'entraîneur. Donc l'entraîneur, son recrutement, c'est l'entraîneur avant tout. On ne peut pas faire une équipe sans entraîneur. Donc je pense que Garcia était là. Après, Zubizarreta a complété. Et je pense qu'ils ont dû apprendre à se connaître. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes. Souvent, ils n'ont pas les mêmes joueurs. Le réseau de Zubizarreta n'est peut-être pas celui-là de Garcia. Zubizarreta, beaucoup de joueurs étrangers. Ouais. Il était à Barcelone, alors que Rudy Garcia, c'est plutôt un réseau italien avec des joueurs italiens. Là, il a toujours compris des Français. Hein. Donc voilà, parce qu'il connaît le championnat de France. Donc ce n'est pas le même réseau. Et après, je pense qu'au fil des années, on leur laisse un peu le temps, au fil des années. Ça va se compléter, on va peut-être prendre des joueurs de Zubizarreta, peut-être des joueurs de Garcia, et ça va le faire. Justement, on parle de Garcia. En un an, son bilan, il t'a convaincu, toi, à la tête de l'OM? Il a été un peu bousculé, surtout dans le jeu, un peu chahuté par les supporters dernièrement. Toi, il t'a convaincu plutôt? Si on parle que par les stats, moi pour le moment, on va dire oui. Parce que, on sait que ce n'est pas tous les stats. Oui, mais si on parle que par les stats, on va dire oui, parce qu'il y a une qualification en Europa League, une 5e place. Là, pour l'instant, Marseille est bien revenu, fait partie des 5 premiers. Après, c'est vrai que, je ne vous cache pas, moi, c'est plutôt l'œil du supporter à l'extérieur, l'œil par mon expérience professionnelle. J'étais un peu déçu dans le jeu, par le jeu. C'est vrai que par le jeu, quelquefois, là, ces derniers temps, hier, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir dans le stade. Il y a eu une victoire, il y a eu la manière, il y a eu des buts. C'est la première fois de la saison. Exactement. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner, et je suis très content, c'est que sur les 3 derniers matchs, il y a eu 3 clean sheets. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est parce que tu as renforcé ton milieu, tu protèges mieux ta défense. Ça après, le changement de tactique, moi je pensais sincèrement que le coach n'allait pas changer son 4-3. Parce que c'est un système qu'il a eu à la Roma, il a eu à Lille, il n'a jamais changé. Et là, je pense, moi je me rappelle sur un de mes posts sur mon Twitter, parce que j'échange souvent avec les supporters marseillais, et on m'avait dit quelle est, à tes yeux, à ton avis, la composition tactique idéale pour l'Olympique de Marseille. Moi, je l'avais dit, je voyais l'Olympique de Marseille en 4-2-3-1 ou en 4-4-2 avec un 9,5. Et je dis, c'est le système où Marseille est beaucoup plus solide, plus costaud. Et sur les 3 derniers matchs, l'OM est passé en 4-2-3-1. Il y a eu 3 victoires. On voit que l'équipe est beaucoup plus solide. On ne prend pas de but. Et voilà. Et je suis content que Garcia ait pu changer son système tactique. Parce qu'au début, sans vous mentir, j'étais réticent. Je ne pensais pas qu'il allait le faire. Et puis aussi, c'est plus équilibré. Je ne sais pas ce que tu en penses dans la largeur. Parce que moi, j'avais l'impression qu'on jouait qu'à droite.
Parce que vu que Payet, c'est pas un ailier gauche, c'est un meneur de jeu. Même si tu le positionnes à gauche au début, il rentre tout le temps dans l'axe. Tu n'avais personne à gauche. Tu avais Patrice Evra qui rentrait aussi beaucoup. Et on l'a vu contre Rennes, par exemple. Parce que ce changement tactique, il permet aussi de rééquilibrer dans la largeur. Et c'est important quand même. C'est très important. Surtout que nous, c'est dans le système où on joue au Marseille joue en 4-3-3. C'était Thauvin, faux pied. Payet, faux pied, donc il rentrait souvent, très souvent à l'intérieur. C'est des joueurs qui aiment le ballon dans les pieds, donc ça rentre et tout le monde est à l'intérieur. Alors que là, on ne va pas se le cacher, Payet, c'est son meilleur poste et il a dit, redit plusieurs fois. C'est le système, dans ce système-là, et ce poste-là où il est le plus performant. Il a moins d'efforts à faire que sur le côté, parce que le côté, ça amène beaucoup d'efforts, de replacement défensif. Et Payet, ce n'est pas son point fort. Donc on voit la différence avec Ocampos, qui est un joueur qui travaille beaucoup avec les allers-retours. Flo Thauvin aussi qui le fait. Mais Payet sur le côté moins. Et là, je pense à ce système-là, comme tu l'as dit, Payet a beaucoup plus de liberté. Sur le côté, c'est plus écarté. Ça joue à droite, à gauche, avec des vrais joueurs de couloir. Et après. Ocampos qui fait un gros travail défensif. Et justement, t'en penses quoi d'Ocampos? Parce que tu as un peu aussi évolué sur les ailes. Et c'est un joueur qui, comme tu dis, il donne 300%. Mais par moment, quand il a l'air d'être tellement maladroit, alors que tu sais qu'il est technique, c'est pas quelqu'un qui a aucune technique. Mais comment t'expliques ce fait qu'il rate des trucs incroyables des fois? Après, Ocampos, c'est vrai qu'il n'a pas la fluidité ou la technique comme Thauvin, comme Payet. C'est beaucoup moins fluide. Ocampos, c'est beaucoup dans la grinta, c'est un peu dans, on va dire, la bagarre. Il se bat, il ne lâche pas. Après, c'est beaucoup moins. Après, là, je parle de moi, mon expérience professionnelle, c'est que quand on donne énormément sur le côté, on se bat, tout ça, on a moins de lucidité. Donc c'est pour ça, souvent, sur le dernier geste, si vous voyez bien, Ocampos, souvent sur le dernier geste, il se bat, il fait tout. Et souvent, le plus facile, il le rate. Un centre ou une frappe dans le but, parce qu'il a tellement donné. Et quand on fait beaucoup d'efforts comme ça, la lucidité, on manque de lucidité. C'est pour ça qu'il faut qu'il travaille là-dessus, sur ce côté-là, qu'il faut qu'il prenne et progresse sur ce côté-là, ou qu'il soit plus lucide sur son dernier geste. Oui, parce que tu trouves pas. Toi, par exemple, moi j'ai des souvenirs. Tu vois, le dernier geste, t'allais au plus simple et souvent ça fonctionnait. Là, le but, je te parle du but contre Paris. Tu vois, par exemple, en finale de Coupe de France, c'est un plat du pied même peut-être, ou frappe plein du pied, mais en tout cas, tu fais un geste simple. Alors qu'Ocampos, on a l'impression qu'il est fatigué, mais en plus, il tente des enroulés, des retournés. Parce que c'est un geste qu'on va dire, nous les attaquants, on a souvent des gestes répétitifs. Donc, et c'est un geste que j'ai toujours travaillé aux entraînements. Je travaille souvent le geste que à 80% sur le terrain, dans cette position-là, je vais me trouver sur le côté, que je vais le refaire. Donc c'est un contrôle, une frappe rapide. Donc et c'est surtout l'attaquant cadré. Cadré parce que le gardien peut repousser, un autre qui suit, qui marque. Et souvent, c'est ça. Souvent à Marseille, les buts où j'ai mis, c'était contrôle, simple, ou plat du pied, ou sur le côté. Et c'est un geste que je travaille souvent à l'entraînement. Contrôle, frappe rapide. C'est pour ça que souvent, hier, on l'a vu, Andy qui était souvent les pieds dans les ballons, le dernier geste. Ocampos, c'était souvent brouillon. Alors qu'avec plus de lucidité, plus de contrôle-frappe, il serait beaucoup plus efficace. NG, son grand truc, c'est les extérieurs. Lui, il aime faire des frappes de l'extérieur. Et pour revenir sur Ocampos, je suis content pour lui parce qu'hier, il a fait un grand match, un bon match. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs olympiens sur le match d'hier. Il s'est battu, il n'a rien lâché et au final, il a été récompensé. Même si il a eu beaucoup de réussites sur les 2 buts. C'était, on va dire, un petit peu involontaire. Le ballon qui le retombe, ça passe à Thauvin. Et le deuxième, il se retrouve. Mais la réussite, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Pour lui, en tout cas, et je suis content pour lui. Et ça récompense tous ses efforts sur son match d'hier. Et je suis content, ça paye. Comme quoi, quand on lâche rien, on donne tout, eh ben au final, on est payé. Il me fait rire aussi parce que j'ai l'impression qu'il peut être décisif que s'il est par terre. Même sur le but de Thomas, il est par terre. Sur le but qu'il met, je parlais avec un ami côté, il m'a dit, il n'y a que lui qui peut mettre un but comme ça. Le ballon, il sort, il arrive, il lui tombe dessus, but. Mais voilà, il fallait chercher la réussite et il était au bon moment, bien placé. Et bravo pour son match d'hier. Pour revenir sur le bilan de Garcia, parce qu'on était sur Garcia au tout début, est-ce que ce qui ne le dessert pas en fait depuis de nombreuses années, c'est les grosses défaites qu'il subit sur les gros matchs? Alors on en a beaucoup parlé, Mourad, c'est un peu compliqué pour lui. À chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, il se prend une valise. Je pense que où ça peut faire basculer l'Olympique de Marseille, vraiment pour rester au plus près du podium, on va dire, du podium, c'est de gagner face aux 5-6 premiers, quoi.
Et c'est ce que Marseille a du mal. De faire des résultats aux 5-6 premiers, que ce soit Paris, Monaco. Même plus, parce que l'an dernier, tu vois, on bat Nice, Saint-Etienne, oui. mais c'est contre Monaco, Paris, c'est ça, l'OM. Voilà, c'est ça, les 3-4, il faut des victoires références. Il faut une victoire panache un peu, référence. Ouais. Une victoire référence à Camanière contre Monaco, je suis persuadé que ça va ramener encore plus d'engouement, ça va ramener encore plus de… Contre Nice. Et c'est ce qui manque. Mais contre Monaco, ce match, il a fait super mal. La manière, c'est ça. Des défenseurs, ne pas jouer, refuser de jouer. Et ceux qui restent à la tête des supporters, que ce soit de la saison dernière et là au début, c'est les grosses défaites contre ces équipes-là. 6-1 contre Monaco, 5-1 contre Paris. C'est des victoires qui restent et ça fait mal. Ouais. Donc, on est, les supporters, on se fait un peu charbon. C'est l'Olympique de Marseille quand même. C'est l'Olympique de Marseille. Donc, et c'est ce côté-là que je pense qui peut faire basculer Garcia et l'équipe vraiment. Là, on dit voilà, là c'est costaud Marseille. Là, cette année, tu as compris toi ce système qui met en place à Monaco? Après, il faut se mettre aussi à la place de l'entraîneur. Et moi, je parle du côté plus mon côté joueur, tout ça aussi. Coaching, c'est que Marseille joue contre Monaco, il y a à peu près 4-5 absents. Cette tactique-là avait marché la saison dernière à Paris, où il y a eu le 0-0. Le coach, il se dit quoi? Alors, ça a marché à Paris, on va essayer, c'est Monaco, ils sont en pleine bourse, euphoriques, on va tenter quelque chose. Mais c'est un peu bizarre ça justement, tu vois, Rudy Garcia, ça lui arrive. Enfin, c'est un peu malheureusement un spécialiste des grosses défaites. Et par exemple, quand tu parles avec des journalistes qui l'ont suivi à Rome, ils disent ah oui, contre le Bayern, je crois qu'il se prend 6-6-1. Il tente aussi un truc comme ça avec 5 défenseurs et tout. Sauf que on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un gros match, il se dit, il se repose pas sur ses fondamentaux. Il veut tenter un truc. Il n'y a pas une erreur dans son approche mentale peut-être aussi du match. Tu as toi en tant que joueur, est-ce que c'était pas mieux de te mettre dans les meilleures conditions, celles que tu connais au mieux ou il y a un problème, qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à ça? Moi, je pense déjà qu'il ne le refera plus. Je pense que là, il a compris. Croise les doigts. Je pense qu'il a compris et je pense qu'il ne le refera plus parce que vaut mieux, même nous, voilà, quand on regarde Marseille, vaut mieux perdre comme on joue avec la tactique, à 2-3 avec les joueurs. Même si tu perds, mais tu as tout donné, tu as joué, tu as attaqué. La devise de Marseille, c'est droit au but. Tu as attaqué, tu as tout donné, que perdre, comme j'ai dit, en jouant 5 derrière, une tactique que les joueurs ne sont pas habitués et que tu ne montres rien. Donc je pense que, et j'espère qu'il a compris, et que ce soit Marseille, que ce soit Paris, Monaco, Nice, Lyon, il faut aller jouer avec nos armes, il faut aller jouer avec ta tactique et tu gagnes, tu perds, mais au moins tu as tout donné. Et je pense que de ce côté-là, moi ça m'est déjà arrivé avec d'autres entraîneurs dans d'autres équipes où on est mal peut-être cassé au classement, où on joue contre une grosse équipe, où on a joué d'un système qu'on n'est pas habitué de faire. Mais à 80%, ça ne marche pas. Parce qu'au final, après, quand tu prends un but, tu as 5 défenseurs pour revenir au score, tout ça. Tu peux tenir, mais si ça ne tient pas, si tu prends un but après, tu prends une valise derrière. Donc, c'est très compliqué de changer de système subitement, que sur un match, sur des postes où les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer. C'est pas évident. Je l'ai vécu et je peux vous dire que quand tu arrives à tenir le score, ça va, mais si après tu en prends malheur de prendre un but, après ça déroule. Après, tu cherches un choc psychologique, tu te dis je les remue un petit peu pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans un truc particulier, c'est pour ça que je change le système. Non, c'est surtout par rapport à l'adversaire. Le changement de système, c'est surtout par rapport à l'adversaire, parce que c'est Monaco, parce que Monaco, c'est le champion de France en titre, et c'est pas cet adversaire. Je pense que même si c'était notre équipe moins bien cassée, il n'aurait jamais changé de système. Je pense que où les 2 fois il aurait pu changer de système, c'est Paris et Monaco. Et je pense que c'est surtout par rapport à… Ce changement de système, c'est par rapport à l'adversaire et rien d'autre. Ok. Alors messieurs, j'aimerais vous entendre sur l'effectif, puisque donc toujours dans ce bilan qu'on fait 1 an après l'arrivée du nouveau propriétaire, il y a eu 2 mercatos d'hiver, mercato d'été, beaucoup de joueurs recrutés, un renouvellement de l'effectif. Aujourd'hui, toi, à l'instant T, donc 1 an après, qu'est-ce que tu penses de cet effectif-là? Bon, il y a eu toutes les promesses qu'il y a eu, tout ça, mais aujourd'hui, à l'instant T, tu trouves que c'est un effectif qualitatif qui peut jouer les premiers rôles déjà dans ce championnat-là? Je pense que oui. Oui, parce qu'on le voit maintenant, en plus, il y a une concurrence qui est installée. Quand on voit un joueur comme Maxime Lopez qui était titulaire indiscutable et que maintenant il n'est même pas dans le groupe,
Sanson qui est remplaçant, Evra qui est remplaçant. Donc je pense qu'il y a une bonne concurrence. Et après, c'est vrai qu'il manque à peu près aussi 2-3 joueurs pour doubler les postes. Parce que Sakai, Sarr, avec tous les efforts qu'il peut faire, tout ça, mais c'est pas un arrière droit. Puisque tu parles de Sanson Lopez, je rebondis un peu sur l'analyse de ton ex-coéquipier, Habib Beye, qui hier disait à la base, si tu ne prends pas vainqueur, c'est parce que tu pars pour jouer en 4-3-3, donc tu te dis Luis Gustavo, c'est le remplaçant de vainqueur. Mais là, dans ce nouveau système, Sanson Lopez, tu les vois jouer où maintenant? Ah, très compliqué. Et ouais. Ça va être à la place de Payet. Ça va être très... Après, il peut rechanger de système. Peut-être que comme je l'ai dit, pour reprendre de la confiance. Comme j'ai dit, une saison est longue. Donc, l'Olympique de Marseille aura besoin de tout le monde. On l'a vu en Europa League, le jeune petit Camara qui a dépanné, qui a fait un très bon match. On le voit, Mavic qui a pris la place d'Evra, qui fait des bons matchs. Rolando, on sait qu'il ne sera pas titulaire, mais qui a fait un bon match encore à Toulouse, parce qu'il sera Abdenour le titulaire. Donc, on voit que même ceux qui jouent moins, ils sont là, ils sont présents, ils donnent le maximum. Et c'est une belle concurrence saine. Et c'est ça qui va pousser l'OM encore plus haut. Après, pour répondre à ta question, Sanson et Lopez, ça… Un peu plus Sanson parce que Sanson est devant Lopez. Sanson peut jouer dans les deux milieux défensifs parce qu'il y en a un défensif qui est Gustavo et à côté on peut mettre un relayeur quand on joue contre une équipe qui est moins bien classée ou à domicile qu'on domine. On peut prendre le risque de jouer avec un défensif et un autre relayeur qui peut être Sanson, voire Lopez. Mais voilà, on sait que là on l'a vu, Anguissa, il m'a surpris, très très bon. Ça fait 2-3 matchs qui est costaud. La paire, c'est costaud au milieu de terrain. On voit ça a ramené de la solidité. Et c'est pour ça que après Sanson, là aussi, il peut jouer sur le côté, milieu gauche. Ouais, c'est pas vraiment son mais poste. C'est pas son poste, ça le fait trop rentrer à l'intérieur. Vraiment... Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il lâche parce que c'est pas facile de passer de titulaire indiscutable à sur le banc, voire hors groupe. C'est pas facile, mais c'est ça, ça fait partie du football. C'est un état d'esprit, il ne faut pas lâcher. Il faut travailler, le travail paye toujours. Et une saison est longue, l'Olympique de Marseille aura besoin de tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le coach, comme tu l'as dit, peut changer de tactique. Donc là, je pense qu'il y a… pour se rassurer. Je ne pense pas que c'est idéal de changer. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, l'équipe marche super bien, il ne faut pas changer. Mais on ne sait jamais sur une saison. On ne sait jamais. Ça dépend les joueurs, les blessés, les suspendus. On ne joue pas pareil quand il y a des suspendus, des joueurs qui ne sont pas là. Donc je pense qu'il faut qu'ils restent concernés ces deux joueurs-là. Pas que Sanson et Lopez, mais d'autres joueurs qui jouent moins, qui restent concernés. Mais d'ailleurs, tu vois, puisque toi, tu as eu la chance de connaître Samir Nasri, qui était un peu, dans certains aspects de son jeu, on peut penser qu'il ressemble un peu à Lopez, tu vois, dans la qualité technique, etc. Et Lopez, alors l'an dernier, c'était Iniesta, et cette année, maintenant, déjà, les supporters vont entendre dire il est fatigué. Comment gérer au mieux Lopez par rapport à ce que tu as vu, toi, avec un minot qui sort du centre de formation, avec de grosses attentes? Après, pour Lopez, je pense qu'il faut lui laisser un peu du temps. C'est un jeune joueur. Ah oui, c'est un jeune joueur que Garcia a lancé dans le grand bain, qu'il a mis titulaire. Et il a fait beaucoup de matchs. Il y a eu beaucoup de pression sous ses épaules. De bons matchs, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut lui laisser du temps. Là, il a un petit passage difficile. Mais c'est ce moment-là qu'il faut qu'il prenne l'expérience, qu'il ne lâche pas. Il ne faut pas qu'il lâche, il faut qu'il reste concentré. Et il faut que le coach aussi l'aide et ne le met pas trop à l'écart afin qu'il perde de joueurs. Parce qu'un joueur, quand après tu le mets un peu à l'écart, il soit moins concerné et tu risques de le perdre. Parce que là, ça fait 2-3 matchs qu'il n'est pas dans le groupe. C'est pas même pas dans les 18, il est hors groupe. Là, il était sur le banc, je crois, dimanche. Oui, mais les matchs d'avant, il était hors groupe. Ouais. Donc, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas perdre le joueur, le garder, le laisser concerner afin que, quand tu as besoin de lui, il soit toujours là, qu'il réponde présent. Parce qu'un joueur, quand mentalement il n'est plus là, c'est très compliqué. Donc, en plus, c'est un jeune joueur qui a peu d'expérience. Mais sur qui il y a plus de pression parce qu'il est Marseillais. Exactement, il est Marseillais. À Marseille, je suis très bien placé pour en parler. Je viens de Marseille, j'ai joué à Marseille. C'est beaucoup de sollicitations. On est Marseillais, on veut bien faire. Il y a la famille, il y a les amis. Donc, je pense que ce petit passage à vide va lui servir d'expérience et à lui d'aller travailler, continuer à travailler pour montrer au coach qu'il mérite de jouer, même si c'est notre système, d'aller chercher sa place. Est-ce que c'est un effectif, pour revenir sur l'effectif qui a été constitué, Champions Project?
Question piège. Non, pour vous répondre, ça rien vous cacher. Si on dit OM Champion Project, ça veut dire un effectif Ligue des Champions, je dirais non. Je dirais non, parce que quand on dit effectif Ligue des Champions, moi c'est Monaco, c'est effectif Ligue des Champions avec des internationaux, avec pas que des grands noms, mais des joueurs de très haut niveau. Et oui, il y a de très très bons joueurs, mais pour un effectif Ligue des Champions, je dirais non. Il manque un Falcao en fait. Pas qu'un Falcao, c'est une régularité, c'est des joueurs de haut niveau, c'est des joueurs qui visent la deuxième, troisième place, voire même le titre. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Paris, mais on l'a vu, Paris était accroché contre Montpellier. Tu n'es pas obligé d'en avoir trop ici, c'est bon. Non, mais c'est vrai, même si c'est très difficile d'aller chercher Paris, mais c'est d'aller titiller les équipes de devant pour aller chercher la troisième place, voire la deuxième. Et pour répondre à l'effectif à ce jour de Marseille, c'est vrai mais c'est un bon effectif qui peut aller, pour moi, qui est capable d'aller chercher la troisième, le tour préliminaire de Ligue des Champions, quatrième place. C'est la lutte avec Lyon, Nice. Voilà, Lyon, Nice, Bordeaux. On attendait ce grand attaquant là, pendant tout l'été et au final, il y a eu un recrutement de dernière minute, Mitroglou, blessé en plus, 3 mois qu'il ne joue pas. C'est inquiété toi qu'on recrute un attaquant comme ça dans les dernières minutes du mercato alors que c'est censé être ta recrue phare quasiment de tout le projet quoi. Quand je ne voyais pas arriver l'attaquant, oui c'était un peu, on était tous un peu inquiets parce qu'on a tellement au début de saison, quand Gomis est parti, on a su qu'il partait, on attendait, on dit ça y est, l'attaquant il va arriver parce que je pense que ça aurait été bien de garder Gomis parce que 20 buts, c'est une référence internationale. Chaque saison, il met au-dessus de 15 buts. C'est un joueur valeur sûre, 15 buts en Ligue 1. Après, c'est le choix du club. Il faut respecter leur choix. On ne sait pas les tenants et les aboutissants. On s'est dit, s'il ne le garde pas, c'est que derrière… Exactement. Surtout qu'il y a eu beaucoup de noms. On a attendu Giroud, on a attendu Bacca, il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Même Diego Costa, à un moment donné, c'est sorti. Moi, Diego Costa, ça m'a fait rêver. Et quand j'ai entendu Diego Costa à l'OM, j'adore ce joueur. Moi aussi. C'est l'image de Marseille, détermination, efficacité, grinta. Après, je pense que c'est peut-être impossible parce que c'est des joueurs de classe mondiale, niveau salaire, c'est peut-être intouchable. Mais… Voilà, on a attendu le grand nom qui était annoncé. On nous a dit un grand nom. Après, on ne va pas faire la fine bouche parce que Mitroglou, c'est un bon joueur, c'est un bon attaquant, c'est un buteur. Voilà, il faut faire avec Mitroglou. Il porte les couleurs de l'OM maintenant. Bien sûr, non, mais c'est pas encore. Pas encore. Oui, il a un petit peu méchant. Bientôt. Et qu'à 50% aussi, parce qu'on détient les droits du joueur qu'à 50%. Aussi. Mais bon, c'est pas ça le sujet, c'est le fait d'avoir bouclé ça un peu, tu vois, à la dernière minute. Alors que l'attaquant, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'alors que l'attaquant, surtout le buteur, dans une équipe, à la colonne vertébrale, c'est le gardien, le défenseur, le milieu, l'attaquant et le buteur. Donc c'est vrai que normalement, le buteur, c'est la priorité. Après, comme j'ai dit, on ne sait pas tous les aboutissants, on ne sait pas l'enveloppe qu'ils avaient, on ne sait pas. Bon, par contre, ce qu'on sait, c'est que certains, Giroud, ça a été une certitude, ils ont essayé, mais Giroud, il ne voulait pas venir. Ouais. Bacca, j'ai parlé plusieurs fois avec son agent qui me disait, des phrases d'agent, mais il était aussi chaud pour venir. Et ces deux joueurs-là, donc Giroud, c'était pas possible, Bacca, c'était possible. Et Diego Costa, alors Diego Costa, nous, on a entendu des choses. C'était intouchable. Voilà. Mais c'est là où ils ont, en termes de communication aussi, il y a eu un petit couac sur Diego Costa, parce que c'est une phrase, c'est Hérault qui répond à une question sur un plateau télé et dit oui, apparemment, Zoubi y a pensé, quoi. Après, est-ce qu'il avait les moyens Surtout avec son réseau espagnol, peut-être que… recrutement de dernière minute, il arrive blessé, mais on avait recruté un autre attaquant. Il y a quand même Valère Germain qui avait été recruté au début du mercato. Qu'est-ce que tu penses toi de ce joueur-là qui au final, au fur et à mesure, il est sorti de l'équipe, mais on le voyait toucher mais aucun ballon. Aucun ballon. Il passait 90 minutes, il voyait 2 ballons. Je pense que c'est une petite période difficile pour lui en ce moment parce qu'il joue moins.
Après, on a Clayton Ndji qui est performant. Donc un attaquant performant, on ne l'enlève pas. Donc il marque des buts. Là, hier, il a manqué de réussite, Ndji, sur le match d'hier. Il y a eu pas mal d'occasions, mais il n'a pas été efficace. Après, je pense qu'il ne faut pas enterrer Valère Germain, parce que Valère Germain, c'est un bon joueur, c'est un joueur en référence de la Ligue 1. On sait tout ce qu'il a fait. C'est un joueur particulier aussi. Moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. J'allais revenir sur ça. Sur les appels et tout, c'est des choses que tu connais. Et on le voit, Germain, il fait des appels. Ses appels, ils sont intelligents, ses déplacements. Comment ça se fait qu'on n'arrive jamais à le servir? Germain me fait penser un peu à un joueur avec qui j'ai joué, c'est Michael Pagis. Dans le sens où, sur la technique, sur ses appels, son efficacité devant le but. Après, Germain, à mes yeux, et je pense que même aux yeux de beaucoup de personnes, c'est un joueur qui a besoin d'un autre attaquant à ses côtés pour être performant et pour profiter pleinement de ses qualités. On l'a vu dans ses anciens clubs. Avec Nice, il a toujours joué avec un attaquant à ses côtés, il a mis plus de 15 buts. À Monaco, il a joué avec Falcao à côté, il a été performant. C'est un joueur qui a besoin d'un attaquant à ses côtés parce que jouer seul devant, ce n'est pas les mêmes caractéristiques que jouer avec un deuxième attaquant. Seul devant, c'est caler les ballons, prendre la profondeur, costaud. Et Germain a d'autres qualités. Germain, c'est un joueur qui aime se déplacer, ouvrir des brèches pour l'autre attaquant. C'est un joueur que moi, je le verrais bien en 9,5, en dessous, une pointe. C'est-à-dire Mitroglou ou un autre joueur, mais je le verrais bien en dessous. Après, avec le système qu'il y a là maintenant, l'émergence de Payet en 10, donc ça va être compliqué pour lui. Donc c'est vrai que là, en ce moment, il est sorti un peu de l'équipe. Il est sorti de l'équipe. Sa rentrée hier, il n'a pas beaucoup touché de ballon. Il a eu une occasion. Normand, il la met au fond. Là, je pense qu'il est un peu en manque de confiance. L'occasion qu'il a, il doit la mettre au fond. C'est un joueur qui met ses occasions au fond. Et est-ce que c'est aussi pas les milieux offensifs qui avaient un peu perdu confiance? Parce que de temps en temps, quand tu vois au stade, tu dis « Ah là, il a fait l'appel ». Mais tu vois que la balle, elle ne part pas du pied de Thauvin ou de Payet. Parce que quand tu n'es pas en confiance, tu gardes le ballon plus longtemps. Tu oses moins. Donc là, je pense que peut-être comme l'équipe tourne beaucoup mieux, je pense que j'espère pour lui, quand il va revenir, on va retrouver le Germain du début de saison, auteur d'un triplé, mais je pense qu'il faut profiter de ses qualités de 9,5, il aime bien décrocher, Germain, décrocher dans les pieds des 1-2. Donc je pense que son meilleur poste, c'est un 9,5 derrière l'attaquant. Mais après, à moins que tu fasses sortir Payet de l'équipe pour le faire souffler, c'est pour ça que c'est un peu… le coach, il a des choix de riches. Tu as Germain sur le banc, tu peux faire jouer en 9,5, tu as Payet, tu as Sanson. Après, c'est à lui de faire ses choix, c'est à lui de faire la meilleure compo. Et voilà, mais c'est vrai que, surtout avec le retour de Mitroglou sous peu, ça va être difficile pour Germain. On ne sait pas. Ou surtout si Marseille joue à qu'une pointe. Et ouais, ça risque. Si joue à qu'une pointe, tu as Mitroglou, Ndji et Germain. Donc ça va être un des trois. Ndji peut jouer sur un côté, ça va, il est polyvalent. Donc il va falloir… Pour finir sur l'effectif, il y a Pape Diouf qui a parlé récemment, qui s'est exprimé sur le mercato aussi de l'OM. Et selon lui, c'était une erreur de faire revenir d'anciens joueurs dans ce projet-là. Son explication, en gros, c'est de dire, c'est pas que ces joueurs-là sont pas performants, ne sont pas bons, mais en tout cas pour les supporters, vu que c'est des joueurs connus, ça fait pas trop rêver, tu vois. Et de ce côté-là, c'était, du coup, il y a un petit peu moins de passion aussi autour du club. Tu es d'accord avec Après, juste pour… Après, c'est chacun son avis. Ouais. Pape, il a son avis. Tu as le tien, il a le sien, j'ai le mien. Chacun son avis. Moi, de ce côté, je ne suis pas d'accord parce qu'on l'a vu, on est tous, je pense, si on pose la question, le retour de Mandanda, est-ce que les supporters sont satisfaits? Je pense que tout le monde est satisfait. Donc, il y a des retours satisfaisants où ça se passe bien et des fois, il y a des retours où ça se passe moins bien. Mais après, tu sais, il y a cette petite part de rêve du coup qui est en moins autour de l'effectif sur un joueur que tu connais pas, aller chercher tu vois, une petite pépite en Argentine. Il a été un peu difficile de ce côté-là. Après, si là, peut-être la pépite est bien que ça ne marche pas. Ah oui. On fait comment? On va le descendre la pépite. Mais il y a le retour de Payet aussi. En fait, parce que moi, à la base, quand on me dit retour de Payet, je me dis, ah bah ouais, c'est un super joueur, etc. Il connaît déjà le club. Mais à ce moment-là, tu te dis aussi,
si on met 30 millions sur lui, c'est parce qu'on va avoir d'autres joueurs de ce calibre-là. Et là, en fait, tu te dis, on a mis une grosse partie de notre budget sur Payet, sur un retour. Il y a ça aussi, là ça commence à faire réfléchir. Tu te dis, est-ce qu'on n'a peut-être pas trop mis d'argent sur Payet? T'en penses quoi de ça? Ouais, après, on verra le résultat final. Après, je pense que l'effort qu'ils ont fait sur Payet, pour moi, c'est un bon effort parce que Payet, il a démontré à l'Euro, il a démontré avec West Ham qui faisait des très bons matchs. Il a démontré à Marseille quand il était là, il était performant. Après, c'est vrai que c'est un gros investissement, je l'avoue, parce que 30 millions d'euros, plus le salaire, c'est beaucoup d'investissement. Mais pour moi, c'est un bon retour, c'est un bon recrutement parce que Payet, on le voit sur les derniers matchs, à son poste où il aime bien, où il affectionne, il est performant, il est bon, il fait des bons matchs, il fait jouer l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe. Donc, Mais si tu prends, tu vois, c'est ça aussi peut-être. Après, ça c'est ce qu'on a beaucoup critiqué la com. Après, nous aussi, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Mais tu vois, si tu prends tout ce qu'on a dit un peu depuis le départ sur le fait que tu rêvais de grands joueurs, donc après le truc de Pape Diouf qui dit oui, mais les retours, ça ne fait pas des grands joueurs et le grand attaquant. Tu mets tous les uns après les autres, tu dis est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre 35 millions sur un grand attaquant, un nouveau joueur, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est chacun son avis. Comme j'ai dit, chacun son avis. Pape Diouf pense ça, d'autres personnes penseront le contraire. Moi, je pense le contraire, que non, un retour d'un ancien peut être très bon pour une équipe. On l'a vu, il y a des faits dans des clubs où des anciens reviennent et sont performants, sont bons et continuent à faire rêver. Après, c'est l'avis de Pape Diouf. Je respecte son avis, mais chacun son avis. Et on le voit. Moi, je suis très content du retour de Mandanda, le retour de Thauvin. Ah oui, Thauvin, c'est sûr. Mais oui, le retour de Thauvin, c'est l'exemple type. Thauvin, il était à Newcastle, il est parti. C'était très compliqué pour lui. Il est revenu et regardez, performant, équipe de France. J'espère pour lui, il va faire peut-être la Coupe du Monde. Il marque des buts, tout le monde est content. On ne peut pas dire que… Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais Thauvin et Mandanda, comme tu as dit, tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde pour les critiquer. Après, Payet, c'est plus sur l'investissement. Ouais, mais après, on ne sait pas. On sait quand on récupère un joueur, on sait ce qu'on a, alors que quand on a un nouveau joueur, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. C'est dur de s'adapter à Marseille. Prends un nouveau joueur, tu le payes 30 millions, et s'il ne marque pas un but, il ne met pas un pied devant l'autre, on va dire quoi? Ah ben, on a jeté 30 millions en l'air. Alors que Payet, c'est un peu une référence dans le championnat, on sait ce qu'il va nous apporter, on le connaît, et c'est ça qui fait. Alors qu'un nouveau joueur va t'adapter à Marseille. Oui, mais encore une fois, tu vois, je suis d'accord avec ce raisonnement, mais encore une fois, donc ça fait pas rêver, tu vois. C'est-à-dire que tu construis comme un bon père de famille. Au départ, ça a fait rêver. Au départ, tout le monde était content. C'est clair, c'est clair. Après l'Euro, Payet qui vient signer à Marseille, tout le monde était content. Après, le temps passe, mais pour moi, et c'est mon avis perso, Thauvin, Payet, Mandanda, je suis très content de leur retour. Allez, on va finir ce gros débat juste sur un point. Il y a eu, c'est vrai, quelques zones de turbulence ces dernières semaines. Donc, bon, 2-3 matchs, 2-3 victoires consécutives. Et bon, donc dimanche, ça a l'air de repartir à peu près. En tout cas, au stade, on a vu des supporters avec une belle ambiance. Comment est-ce qu'on gère ces périodes justement où c'est compliqué avec les supporters quand on est joueur de l'Olympique de Marseille, où ça devient compliqué de rentrer sur la pelouse du Vélodrome? Comment est-ce qu'on gère ça? À Marseille, il faut savoir, quand on signe à Marseille, il faut savoir où on met les pieds. Marseille, c'est le club le plus populaire en France. C'est le club qui a la seule étoile en France. C'est Marseille, il faut savoir où on met les pieds. Donc, à Marseille, ça va très vite d'un côté comme d'un l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, la passion prend le pas sur la raison parce que c'est Marseille, la passion est énorme, les supporters aiment le club. Comme je dis, les joueurs, les dirigeants, nous sommes de passage alors que les supporters, ils resteront à vie dans le club, à vie. Et comme on l'a dit, vous avez vu, il n'y a eu que 5 journées avant les victoires là, et de suite, il y a eu 2 défaites. Oh, ça a été un tsunami. Mais parce que c'est Marseille. Et il faut… Quand c'est comme ça, il faut savoir faire le dos rond, comme ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait, savoir faire le dos rond, rester très bien communiquer. La communication est très importante à ce moment-là. Et toi, tu en avais vécu parce que je me souviens, il y a la deuxième saison avec Albert Raymond, il me semble que vous faites 5. En fait, d'ailleurs, vous faisiez un peu le yo-yo cette saison-là, vous gagnez 5 matchs, vous perdiez 5 matchs. Et donc, dans ces moments-là, c'est ça, quoi, que vous vous remettiez dans le travail, vous écoutiez plus, vous lisiez plus la presse. Comment tu c'est ça, c'est une remise en question. Une remise en question, on se met au travail, on bosse. C'est des entraînements où le travail. Et voilà, surtout l'humilité.
Donc, comme j'ai dit, dans le foot, ça va vite d'un côté comme dans l'autre, surtout à Marseille. Marseille, tu gagnes 2-3 matchs, tu es bien, souvent on s'enflamme. Et après, quand tu en perds 2, tu as le retour de… Et est-ce que tu as assisté à ces fameuses réunions qu'on nous voit tout le temps, Ah oui. où on se dit les choses en face? Oui, j'ai assisté. Oui, ça sert vraiment à quelque chose, ça? Ah oui, ça sert. Et ça sert parce que après, ça dépend des joueurs qui sont là, qui retransmettent. Pas tous les joueurs sont là, mais sont présents. Mais on retransmet aux autres joueurs tout ça. J'ai assisté et c'est des bonnes réunions. C'est des réunions entre hommes où, comme on dit à Marseille, on pose les couilles sur la table. Désolé de parler ainsi, mais voilà, on se dit les choses. Et c'est ça Marseille. C'est ça Marseille. On se dit les choses, ils ne sont pas contents, c'est normal. Et on se dit les choses, ce qui va, ce qui ne va pas. Et souvent, après ces réunions-là, comme par hasard, il y a plein de victoires. Elle devait être mieux, les réunions à ton époque, avec Sana, Barthez. C'était des bonnes réunions, c'est des bons souvenirs. On va passer à la dernière partie, l'interview. Allez, toi Philou, on va s'intéresser du coup à ton actualité, ton avenir même. Bon, tu sors d'une saison avec Tours, où ça s'est moyennement passé, on va dire. Collectivement, ça s'est bien passé parce qu'on s'est maintenu. Alors que quand j'étais arrivé, je me rappelle, on avait, je crois, 10 points de retard ou voire plus. L'équipe était presque condamnée. Tout le monde nous condamnait, maintien impossible et tout. Et au final, on s'est maintenu. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup moins joué que la saison précédente. J'ai fait une quinzaine de matchs la saison dernière. Après, il y a eu des concours de circonstances et que j'ai été recruté après le mercato. Après, il y a des choix. Quand un recrutement, il y a un entraîneur, un directeur sportif, il y a un peu de tout. Après, j'étais aussi blessé au mauvais moment. J'ai eu une contracture, je me rappelle, à la mi-temps du match contre Troyes, où après, je sors à la mi-temps, on fait des matchs nuls 0-0. Et ensuite, c'est là où l'équipe enchaîne une série de victoires. Donc après, on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Et j'ai continué quand même à être là, à donner pour l'équipe, à encadrer les jeunes, encadrer les attaquants. Et voilà, je suis content parce qu'au final, ça a payé, on s'est maintenu. Même si j'ai moins joué, on s'est maintenu. J'ai pu conseiller les jeunes, j'ai pu encadrer les attaquants, j'ai pu apporter toute mon expérience. Et voilà. C'est ça que tu peux apporter encore aujourd'hui, c'est que ce que tu nous disais tout à l'heure, par exemple, sur le geste simple, le contrôle, frappe, etc. Ça, un jeune attaquant, il ne le sait pas forcément, même s'il a été formé, on a quand même plus tendance à flamber. Ça se perd, ça, justement, un peu? Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'écoute, il y en a peut-être moins, il y en a d'autres moins, parce qu'ils veulent faire un peu à leur tête. Mais c'est vrai que sur ça, notamment un jeune joueur à Tours, je me souviens, je lui avais dit, sur la moitié de saison, sur 22 matchs, je pense qu'il avait mis 2 buts. Et je lui avais dit, est-ce que tu trouves normal, tu es attaquant titulaire, de mettre 2 buts, tout ça? Donc j'ai un peu pris à part, je lui ai dit 2-3 mots, je lui ai dit non, tu dois être performant, tu es l'attaquant, tu es le buteur, tu dois faire gagner, tu dois monter tes stats de buts afin d'être performant à la fin de la saison. Et après, voilà, à la fin de la saison, il a terminé à 10 buts, il a été performant, il a fait gagner l'équipe. Et voilà, c'est des petits mots, des petits conseils, mais qui ont permis aussi à d'autres joueurs à côté de progresser, d'avancer. Et c'est le travail. J'aurais pu lâcher, dire je joue pas, je joue moins, lâcher dans mon coin. Mais non, j'ai fait pour l'équipe. C'est important le vestiaire. Le vestiaire, c'est important, un bon vestiaire qui vit, une bonne ambiance. C'est important pour la communion de l'équipe. Voilà, et c'est ce que je voulais apporter à l'équipe malgré mon faible temps de jeu. Justement, on l'a dit un peu tout à l'heure, en plus tu sortais d'une saison où ça avait plutôt bien marché, tu avais enchaîné, enfin toi à titre personnel, en tout cas même si la saison avec Nîmes est… Ah oui, je sortais de 2 belles saisons avec Nîmes. Le Nîmes Olympique, c'est une aventure humaine extraordinaire. La première saison, on a eu les soucis avec les matchs présumés truqués, où c'était très compliqué, l'ambiance était pesante autour du club. C'était très très compliqué, je peux vous dire. C'est les 2 saisons où c'était pas facile dans ma carrière parce qu'il y a eu beaucoup autour du club, l'ambiance, les journalistes, tout ça. L'histoire des matchs, c'était pas facile. Et on s'est maintenu malgré tout, on n'a rien lâché, surtout on s'est maintenu. Et la seconde saison était beaucoup plus difficile parce qu'on part avec moins 8 points. Partir avec moins 8 points, une équipe très jeune, on était carrément condamné par tout le monde. À la moitié de saison, on n'avait pas pris un point encore.
C'était très compliqué. Et au final, on va se maintenir avec cette équipe de gamins, ces jeunes, encadrés par des joueurs d'expérience. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment fabuleux. Le maintien, c'était comme une montée. Et c'est des souvenirs qui resteront gravés. C'est des aventures humaines, comme tu dis. Parce que Bastia aussi, où tu étais avant, Bastia tu aussi. pars aussi en Ligue 2 avec eux. Ouais, c'est ça, en Ligue 2. C'est des aventures humaines, c'est ça. C'est un peu ce que tu recherches là actuellement. Exact. Moi, je vis pour le football pour ça. C'est pour ça que, comme j'ai dit en début de saison, si je n'ai pas de challenge qui me fasse vibrer comme j'ai pu vivre à Bastia, à Nîmes, c'est pas la peine. Et là, sans rien vous cacher, ces derniers temps, je continue à me préparer, mais beaucoup moins en début. Là, je bascule plus sur mes projets de reconversion. Okay. Je vais passer mon second degré d'entraîneur, de mon diplôme d'entraîneur. J'ai eu mon premier degré, mon BEF. Et là, je vais basculer, je vais passer mon second degré. Et ensuite, j'ai aussi des projets sportifs pour les jeunes. Transmettre toute mon expérience acquise au long de ma carrière, que ce soit de joueur, et aussi avec tout ce que j'ai appris auprès de tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, des grands entraîneurs aussi. Donc c'est ça, c'est transmettre aux plus jeunes tout ce que j'ai appris, voilà, toute mon expérience, donner, transmettre aux plus jeunes pour plus tard, j'espère que dans des jeunes de la région, de Marseille et autour, qu'il y a des futurs Maoulouda, des futurs Nasri, des jeunes issus des quartiers nord de Marseille qui deviennent professionnels. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui me tient à cœur, parce que j'ai vraiment envie de transmettre aux plus jeunes. Tu nous tends un peu une perche, tu me parles des quartiers nord de Marseille, une aventure humaine à Marseille, c'est Consola. Non, c'est pas… Non, je veux dire, tu vois, généralement. Non, là c'est plus c'est un projet personnel, et c'est hors football, c'est pas en tant que joueur. D'accord, ok. C'est pas en tant que joueur. Non, mais je voulais dire, si demain Consola vient, qui est un club tu vois, local, ils sont dans l'aventure humaine parce qu'ils ont peu de moyens, etc. Est-ce que par exemple, s'ils viennent au renseignement, tu vois, toi en tant que local, ça pourrait t'intéresser de faire un petit truc là-bas? Comme je vous ai dit, sans vous cacher, pour le moment, je suis plus dans mon projet de reconversion. D'accord. J'ai plus… Pourtant, tu as encore des gens de 20 ans. Là, oui, mais moi, je suis quelqu'un qui… D'ailleurs, tu n'as que 28 ans, rappelons-le. C'est vrai, que 28 ans, tout jeune, tout frais, en pleine forme. Non, ça va, j'ai de la chance, du bois, j'ai de la chance de n'avoir jamais été blessé dans ma carrière. Donc voilà, le physique, c'est très important, surtout à mon âge. Mais voilà, pour le moment, je suis vraiment… je travaille bien, en plus j'ai du temps de libre, ça me permet de bien bosser sur ma reconversion, sur mes projets d'entraîneur, parce que j'ai vraiment envie de former les jeunes, j'ai vraiment envie d'apporter ma pièce, de transmettre aux plus jeunes mon expérience. Et c'est pour ça que pour le moment, je bascule plus sur mon projet de reconversion, en passant mes diplômes d'entraîneur, et ensuite sur mon projet personnel et sportif pour les jeunes de la région, de la ville de Marseille et autour, pour que j'espère plus tard, il y a des jeunes aussi issus des quartiers ou d'autres qui deviennent professionnels. Donc l'idée, c'est un peu de créer une académie, quelque chose dans les quartiers nord Là, c'est en cours, donc pour le moment, je peux faire… rien nous lâcher là. C'est en cours. Tu peux tenter, mais il va pas lâcher. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est en cours, c'est en cours, ça avance doucement mais sûrement, ça avance bien. Donc c'est en cours, mais prochainement… tu reviendras ici. Voilà, prochainement, vous en saurez plus, il n'y a aucun souci, je vous en dirai plus. Mais voilà, c'est surtout autour des jeunes parce que voilà, j'étais jeune aussi. Moi aussi. J'ai beaucoup appris auprès des anciens quand ils m'ont transmis, ils m'ont conseillé, auprès des entraîneurs que j'ai eus. Donc j'ai envie de retransmettre tout ça aux plus jeunes. Si tu veux devenir coach aussi, c'est juste pour la formation, tout ça, ou c'est aussi pour aller chercher le très haut niveau comme d'autres joueurs l'ont fait, aller entraîner en Ligue 1 ou ailleurs? Étape par étape. Moi, je suis quelqu'un qui va piano, va sano, qui va sano, va longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui est étape par étape. Je ne veux pas les brûler les étapes. Je ne veux pas me dire prétendre être coach non. Je vais d'abord faire passer mes diplômes, faire ma formation auprès des plus jeunes. Comme on fait beaucoup d'entraîneurs, de grands entraîneurs, des exemples types comme Jocelyn Gourvenec, comme même au plus haut Zidane qui est passé par les jeunes. D'abord, commencer par les jeunes dans la formation,
tout ça. Et après, quand ça viendra, quand tu auras les opportunités c'est que mon objectif, c'est d'entraîner quand même au plus haut niveau, parce que je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je veux commencer par ma formation et avancer doucement mais sûrement. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, toi Philou, d'avoir participé avec Mourad à côté de toi. Moi, j'ai pas le choix, hein. Sinon tu m'envoies des blâmes et tout. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Voilà. Merci à vous. On va peut-être pour déménager, mais tu reviens quand tu veux. Et pour le mot de la fin, je voulais aussi faire juste un petit message de soutien à Bernard Tapie. Tout à fait, exactement. Il y a eu plein de messages aussi. Voilà, un message de soutien vraiment, parce que M. Tapie, c'est quand même c'est sous sa présidence que Marseille a connu ses plus belles années. Et j'étais gamin, à ce moment-là, j'étais minot, à l'ancien stade de Drôme, le premier, où il y avait les pesages sud, populaire nord, quart de virage. J'étais dans les tribunes, j'étais supporter et vraiment, voilà, il m'a fait vivre les plus belles années de supporter. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment un message de soutien. Force et courage, qu'il soit fort et que je pense que tout le peuple marseillais, tout le monde est derrière lui et vraiment de la force et du courage pour cette période difficile et pour toute sa famille aussi. Allez, le message est passé. Merci encore, merci à tous de nous avoir suivis et prochain débat foot Marseille, ça sera vendredi. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.